Le 15 mai 2007, le Premier ministre français Dominique de Villepin présente la démission du gouvernement au président de la République Jacques Chirac. Dominique de Villepin, né le 14 novembre 1953 à Rabat au Maroc, est un homme politique, diplomate et écrivain français. Proche collaborateur de Jacques Chirac, il est secrétaire général de l'Élysée à partir de 1995, ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004, puis de l'Intérieur entre 2004 et 2005 dans les gouvernements Raffarin. Il est nommé Premier ministre par Jacques Chirac le 31 mai 2005. Suite au mouvement contre le contrat première embauche et à l'affaire Clearstream, Dominique de Villepin renonce à toute ambition présidentielle pour le scrutin de 2007 et quitte ses fonctions. Et voici à présent notre revue de la presse locale pour aujourd'hui et on commence tout de suite par El Ahram. Le cabinet ministériel présidé par le chef du gouvernement, Ibrahim Mahlab, a abordé hier, lors de sa réunion hebdomadaire, les dossiers politiques, économiques et sécuritaires dans le pays, ainsi que les moyens de lutter contre le terrorisme. Durant cette réunion, M. Mahlab a affirmé que la réforme administrative sera en faveur des citoyens, mettent l'accent sur l'importance d'améliorer les services gouvernementaux. Le Premier ministre a indiqué qu'il avait traduit l'affaire de la coupure du courant électrique au siège de l'audiovisuel au procureur général, ajoutant que le responsable sera puni. Je l'espère moi aussi. Oui, bien sûr. En tout cas, on continue avec le journal Al-Akhbar. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier des projets exécutés par l'armée. Le chef de l'État a assisté donc à cette inauguration et un nombre d'usines appartenant aux forces armées qui produisent des véhicules blindés. Et d'ailleurs, on s'attend à ce que le premier blindé égyptien soit construit. Le président a été accompagné du ministre de la Défense général Sedqi Sobhi et de hauts gradés de l'armée. Al-Sisi, le chef de l'État, a indiqué à cette occasion que les défis actuels nécessitent que les Égyptiens s'unissent et travaillent dur. Il a affirmé que ces derniers étaient capables de surmonter tous les obstacles. Et dans Al-Goumhouriya, nous pouvons lire le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le Premier ministre Ibrahim Mahlab des résultats de sa visite de 2 jours en France, au cours de laquelle il s'était entretenu avec le président français François Hollande et un nombre de ministres. La visite de M. Mahlab à Paris avait porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, à la lumière des résultats de la dernière visite de Sisi en France en novembre dernier. M. El-Sisi a mis l'accent lors de sa rencontre avec M. Mahlab sur l'importance de poursuivre les résultats de la conférence économique de Sharm el-Cheikh et la mise en application des projets déjà conclus avec les entreprises françaises. Et il y en a quand même un grand nombre, surtout pour ce qui est de l'énergie renouvelable, où la France subventionne via l'AFD, donc l'Agence française de développement, à hauteur de 40 millions à peu près, une centrale d'énergie solaire, je ne trouve plus le mot, une centrale d'énergie solaire et bien sûr l'Égypte veut mettre en place donc une centrale d'énergie nucléaire et la France, avec son expérience, va aussi subventionner ce projet. En ce qui concerne les derniers développements donc, de la crise qui secoue le plus ancien parti politique égyptien à l'OAFD, cette formation interdit à ses dirigeants dont elle a suspendu l'adhésion, la carte d'adhésion, la carte membre plutôt, de prendre part aux élections du parti prévu vendredi. Le chef du parti, donc Saïd El-Badawi, dont la confiance a été retirée par ses membres pour abus de pouvoir, a déclaré que les élections auraient lieu comme prévu et que la direction de l'OAFD allait se réunir samedi pour discuter du sort de ses cadres. Encore des problèmes au sein des partis politiques égyptiens. Et c'est pour ça que les élections parlementaires tardent. On ne sait pas, j'ai l'impression que le recul, donc disons l'amendement
comment on appelle ça? J'ai le mot en anglais. J'ai le mot en anglais. Donc quand on reportait, reportait donc les élections, le report des élections. Merci. J'allais dire the postpone en anglais. Okay. Donc le report des élections est fait exprès puisque disons il n'y a pas de programme politique clair. On ne sait pas quel parti va faire quel projet. On n'a aucune vision. On a l'impression que ce sont des municipales où on va élire quelqu'un parce qu'on le connaît, parce qu'il a rendu service à la municipalité, au quartier. Ça sera le cas. Il faut que ça change. Il faut que ça change. C'est un parlement. Mais pas cette fois-ci. Comment? Peut-être dans 4 ou 6 années, mais pas cette fois-ci. Non, mais les gens ils peuvent très bien comprendre qu'un parlement légifère quand même. On a besoin de gens qui mettent en place des lois en faveur du peuple égyptien. Donc il faut bien que ça change quand même tôt ou tard. J'ai l'impression qu'ils le font exprès surtout. Ils le font exprès? J'ai l'impression. C'est pas plus compliqué que ça quand on a la volonté, je pense. D'accord. Sur El Masri Lyoum, nous pouvons lire le président Abdel Fattah el-Sisi et la chef de l'UNESCO, Irina Bokova, ont condamné les attaques terroristes visant le patrimoine culturel au Moyen-Orient. Madame Bokova a déclaré que la diversité culturelle de l'Égypte pourrait lutter contre l'extrémisme et aiderait au dialogue entre les civilisations. La chef de l'UNESCO assistait à une conférence internationale au Caire sur les efforts visant à protéger le patrimoine mondial contre le sabotage des extrémistes. Continuons avec le journal Al-Yom el-Saba. La bourse égyptienne a perdu hier 9,6 milliards de livrets égyptiennes influencées par des opérations d'achat d'entreprises par des investisseurs arabes et égyptiens, alors que les étrangers ont opté pour la vente. Le principal indice CGX30 a perdu plutôt 2,16%. L'indice des PME, le GIX70, a perdu 3,1% et les GIX100, le plus élargi, a gagné 2,2%. Et pour terminer cette revue de la presse locale, une information concernant le Burundi, où les chefs des putschistes ont annoncé ce matin leur édition, juste avant de se faire arrêter par les forces restées loyales au président Pierre Nkurunziza. Le numéro 2 du mouvement putschiste au Burundi, le général Cyril Ndayirukiye, avait reconnu hier soir l'échec du coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza. Plus de détails avec Perihan Farouk. A dit à la presse le général Godefroid Niambar, chef des putschistes, alors que des soldats fidèles au président Pierre Nkurunziza approchaient de lui. Le porte-parole des putschistes, le commissaire de police Venon Dan Bonzez, a confirmé la reddition. Avant son arrestation dans une maison de Bujumbura, le général Nadon Bazez a eu le temps de raconter que les putschistes s'étaient séparés en différents groupes pendant la nuit. Le numéro 2 du mouvement putschiste, général Cyril Ndayirukiye, avait reconnu jeudi soir l'échec de la tentative de coup d'État contre le président Nkurunziza lancée la veille par le général Niambar. Cette annonce était intervenue alors que la présidence burundaise venait d'annoncer le retour sur le territoire burundais du chef de l'État, resté bloqué en Tanzanie depuis le début de la tentative de coup d'État. La désignation le 25 avril de Pierre Nkurunziza comme le candidat du parti présidentiel, le CNDD-FDD, au scrutin du 26 juin, avait déclenché des manifestations qui s'étaient déroulées quasi quotidiennement jusqu'à mercredi. Ce mouvement populaire avait été présenté par Niambar, un ex-compagnon d'armes de Pierre Nkurunziza du temps de la guerre civile, comme l'une des justifications du putsch. Le général avait reproché au chef de l'État, déjà élu en 2005 et 2010, d'avoir pris sa décision de briguer un troisième mandat au mépris du peuple. Sur le plan diplomatique, la communauté internationale a condamné ces 2 derniers jours la tentative de coup d'État. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé au calme alors que les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont condamné ceux qui cherchent à s'emparer du pouvoir par des moyens illégaux. Les États-Unis, pourtant ouvertement opposés au troisième mandat du chef de l'État sortant, ont martelé que le président légitime était pour eux Pierre Nkurunziza. C'était tout pour notre revue de la presse locale pour aujourd'hui et voyons ensemble la phrase du jour.